L'on n'est jamais bien quand on n'est pas à sa place. Jean-Jacques Rousseau. La plus grande honte rétrospective de mon enfance? Me désolidariser de ma sœur pour être accepté par les grands à l'école. Nous avions déménagé durant l'été et nous devions intégrer une nouvelle école. J'avais 8 ou 9 ans et ma petite sœur était 2 classes en dessous de moi. Nous nous entendions bien, mais l'ambiance dans cette école n'était pas très bonne. Une bande de gamins pas très sympas faisait régner une sale ambiance dans la cour de récréation et les maîtres n'y prêtaient pas attention. Dès le début, ils ont commencé à se moquer de ma petite sœur qui louchait. J'ai senti ou j'ai eu l'impression que si je la défendais, je serais rejeté moi aussi. Je n'avais pas tellement confiance en moi, alors j'ai cédé à la peur et je ne l'ai pas soutenue. Lorsqu'il parlait mal d'elle, je ne la défendais pas. Lorsqu'il lui lançait des vacheries, je faisais semblant d'être absorbé dans un jeu à l'autre coin de la cour de récréation, alors que pas un mot ni un geste de ce qu'elle subissait ne m'échappait. Un jour, je me suis même senti obligé de me joindre à eux pour me moquer d'elle. Je cherchais vaguement à devenir la meilleure amie d'une peste qui faisait partie des leaders en méchanceté. Ma petite sœur a pleuré. En y repensant, aujourd'hui encore, je me sens physiquement mal. J'ai honte de moi. Je n'ai jamais rien fait d'aussi inhumain. Aurore, 38 ans, en période dépressive. Il est impossible de s'estimer si l'on n'est pas en règle avec ses semblables. Pas seulement accepté par quelques-uns, les plus puissants ou les plus impressionnants ou les plus valorisants, mais en relation aussi harmonieuse que possible avec toutes les personnes autour de nous. L'égoïsme par fragilité et par anxiété des mauvaises estimes de soi, comme dans le récit de cette patiente, les amène parfois à sacrifier ces idéaux relationnels à la défense de leurs intérêts. Jules Renard parlait ainsi de la fréquente petite lâcheté de se mettre avec les autres contre un ami. Aucune tranquillité d'esprit durable ne peut découler de telles positions. L'humain est un animal social. Pas de bonne estime de soi sans bon lien avec les autres. Il n'existe pas de bonne estime de soi sans les autres, mais pas non plus contre les autres ou sur le dos des autres. On ne peut durablement aller bien seul ou retiré, ou en combat avec le monde entier, ou en conflit ou en trahison avec des personnes qui comptent dans notre histoire personnelle, ou dans l'exploitation et la manipulation. Mais alors, l'estime de soi des salauds, des pervers, des sales types, qui vivent en permanence dans ce bain et semblent s'en accommoder, et que cela n'empêche pas de vivre, d'agir, parfois de réussir, et d'être ou de paraître heureux. Je n'en ai peut-être pas rencontré un assez grand nombre pour me faire une idée, mais j'ai la conviction qu'ils peuvent difficilement être dans une position confortable avec eux-mêmes. Nous sentons toujours au plus profond de nous-mêmes que faire souffrir autrui, le mépriser, l'agresser au-delà de ce qui est nécessaire, est une violation de nos lois morales intimes. Nous pouvons repousser cette pensée, mais elle reviendra. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, notait ainsi « Tout homme qui fait une injustice est impie. En effet, la nature universelle, ayant créé les hommes les uns pour les autres, afin qu'ils se donnent des secours mutuels, celui qui viole cette loi commet une impiété envers la divinité la plus ancienne, car la nature universelle est la mère de tous les êtres, et par conséquent, tous les êtres ont une liaison naturelle entre eux. La douleur des conflits en est une claire illustration. Lorsque nous sommes fâchés avec conjoints, enfants, membres de notre famille, amis ou collègues, c'est-à-dire avec toutes les personnes qui composent notre histoire et notre personnalité, nous ne pouvons pas nous sentir vraiment bien avec nous-mêmes, et toute l'estime de soi souffre alors à ce moment. Pendant toute une période de ma vie, j'étais dans les conflits. Mes parents avaient toujours vécu comme ça, dans les engueulades, mes grands-parents des deux côtés aussi. Bref, je ne pensais pas la vie autrement. Je percevais parfois qu'il y avait des personnes paisibles, qui paraissaient peu vivre dans le conflit, mais je supposais que ce n'était qu'une façade, où je détournais mon attention. Puis, après avoir connu de grosses galères dans ma vie, j'étais tombé malade, ma copine m'avait quitté, j'ai commencé à réfléchir à tout ça, à rechercher plus de tranquillité et d'harmonie dans mes rapports aux autres.
je me suis mis à aller mieux et, étonnamment, à supporter de moins en moins les situations de brouille. Auparavant, je tolérais facilement d'être fâché avec des proches, j'avais même l'impression que cela me poussait à agir, pour penser à autre chose. En réalité, je refoulais juste ma souffrance. Là, j'ai compris peu à peu que c'était le contraire. En comparant avec la bonne énergie qui m'habitait lors des périodes où il n'y avait pas de guerre dans ma vie relationnelle, et avec l'énergie crispée des moments de vie où j'étais en guerre, il n'y avait pas photo. Plus je progressais, plus j'étais lucide, plus je souffrais de traîner des conflits dans ma vie. C'est là que j'ai découvert les efforts de réconciliation que j'ignorais totalement jusqu'alors, et que je refusais parce que j'avais l'impression de m'abaisser. Je confondais estime de soi avec fierté ou orgueil. J'ai fini par comprendre que le lien aux autres est tout pour nous, ce qui nous a construits, ce qui nous nourrit toute notre vie, et ce que nous avons de plus précieux. Il vaut mieux s'occuper de lui que de s'acharner à s'occuper de son image, de son ego. En finir avec le tout à l'ego et agrandir son estime de soi. Nombre de nos problèmes d'estime de soi ne viendraient-ils pas de notre vision trop restrictive et étroite de l'ego? Mathieu Ricard, moine bouddhiste, parle ainsi des « voiles de l'ego » et de la profonde erreur que nous commettons en percevant notre identité comme seulement faite d'autonomie et de différenciation avec autrui. La culture occidentale, prodigieusement amplifiée par la société de consommation, nous pousse à sentir notre existence dans la différence plus que dans l'appartenance. Être unique, posséder des objets qui feront de nous quelqu'un de différent. Nul doute que cette démarche a eu du bon. Nos ancêtres étaient étouffés par des appartenances sociales rigides, famille, quartier, religion, qui ne leur laissaient que de maigres marges de manœuvre pour construire leur existence. Mais aujourd'hui, la course à l'ego semble avoir dépassé les limites de ce qui nous est favorable. La conception traditionnelle de l'ego a peut-être fait son temps. De nombreuses études commencent à comparer les bénéfices et les inconvénients de la définition traditionnelle de l'individu qui est la nôtre en Occident, se définissant par la différence. En tout cas, le temps de repenser l'estime de soi est sans doute arrivé. Si nous cultivions, par exemple, notre estime de soi en renforçant la recherche d'appartenance plutôt que celle de la différence. Différents travaux ont ainsi montré les bénéfices du partage des événements de vie positifs. Lorsque quelque chose de favorable arrive à un humain, il peut amplifier très nettement les effets bénéfiques de cet événement s'il le partage avec autrui, et les prolonger dans le temps, parfois de manière très durable. Il semble que l'espèce humaine soit très apte à une transmission automatique des émotions, sur le mode d'une contagion intuitive. Nous avons ainsi en nous tout ce qu'il faut pour nous réjouir du bonheur des autres. Pourquoi n'est-ce pas plus souvent le cas? Pourquoi ce qui arrive de bon à autrui, et qui, le plus souvent, ne nous retire rien, ne nous procure pas davantage de plaisir? Sauf lorsque cela arrive à des très proches, enfants, parents, conjoints, amis. Sans doute parce que nous sommes prisonniers de mauvais réflexes de l'estime de soi, trop dans la compétition, pas assez dans la collaboration. Et que nous facilitons plus souvent la contagion des émotions négatives que celle des émotions positives. Il paraît très probable qu'apprendre à se réjouir de ce qui arrive aux autres, à tous les autres en tant que représentants du genre humain, représente non seulement une bonne chose pour les sociétés, mais aussi pour l'estime de soi de la personne qui procède ainsi. La recherche d'harmonie est meilleure pour nous que celle de la suprématie. La compétition sociale est toxique pour l'estime de soi. Il est difficile de lui résister car elle est attisée par l'organisation de nos sociétés. Pourtant, il faut lutter. De nombreux travaux montrent le rôle bénéfique d'une vision étendue de l'estime de soi. Lorsqu'on augmente, lors des études de psychologie sociale, le sentiment de proximité des personnes volontaires avec leurs amis et leurs conjoints, on s'aperçoit que leur niveau d'estime de soi souffre moins du succès de ces derniers que si on avait amené ces mêmes volontaires à se percevoir surtout comme des personnes autonomes.
Cela est vrai également dans les relations sociales au sens large. Lorsque nous avons l'intelligence d'étendre l'estime de soi à l'estime des autres, nous la rendons plus robuste. Autre exercice, travailler à la circulation de l'estime de soi. Valoriser et encourager autrui, reconnaître sa valeur, c'est le meilleur service que chaque humain peut rendre à l'humanité. Car il est important que cette appartenance soit non pas recroquevillée sur des cercles restreints, proches ou personnes semblables à nous, mais élargie. Inutile sinon d'avoir quitté les anciennes contraintes sociales. C'est sans doute ce que cherche à refléter l'expression « citoyen du monde ». En tout cas, c'est aussi ce que pensent les chercheurs, puisque de nouvelles échelles d'évaluation sont mises au point pour mieux cerner cette dimension sociale de l'estime de soi. Si on pense « nous », on renforce son estime de soi. Percevoir son identité comme étant une partie définie par le lien modifie en profondeur le rapport à soi-même, et tend plutôt à l'enrichir, car on sait que se concentrer sur sa personne n'est pas forcément la meilleure voie d'accès à la connaissance de soi. Il y a sans doute de très importantes évolutions à prévoir en matière de rapport à soi-même, dont nous ne pouvons deviner où elles nous amèneront. Essayons simplement d'être aussi lucides que possible sur leurs enjeux et leurs mécanismes. L'évolution de notre société se fait manifestement vers des rapports de type égalitaire, fraternel, adelphique. Les relations hiérarchiques de type patriarcal, qui dominaient autrefois nos sociétés, sont perçues comme archaïques et étouffantes. L'estime de soi va donc évoluer aussi. Elle ne sera plus seulement basée sur la dominance, par le pouvoir ou les possessions, mais davantage sur les liens et l'appartenance. Les femmes sont sans doute en avance dans cette évolution. Ou peut-être cette évolution a-t-elle lieu parce qu'elle pèse de plus en plus sur l'évolution de nos sociétés. Mais en tout cas, leur bien-être est corrélé à la fois à leur niveau d'estime de soi et à la qualité des liens sociaux, alors que celui des hommes dépend plus du seul niveau d'estime de soi. Elles sont davantage tournées vers les échanges sociaux et leur santé semble bénéficier bien mieux que celle des hommes des comportements altruistes qu'elles adoptent. Cette intelligence relationnelle de l'estime de soi moderne aboutit à un cercle vertueux. Une bonne estime de soi favorise l'adaptation à de nouveaux groupes, notamment parce que l'on a tendance à porter sur eux le même regard positif que sur soi. Cette adaptation nourrit à son tour l'estime de soi. La notion de capital social est fondamentale pour la solidité de l'estime de soi. Notre plus grande richesse, ce sont nos relations. D'autant plus que ce capital social sera ouvert et en mouvement permanent, avec des arrivées et des départs, des retrouvailles, et non fermé, comme dans les sectes, les ghettos ou les existences stéréotypées. Pas question pour autant de totalement se fondre dans la masse. Ne pas renoncer à son individualité et à son unicité, mais ne pas non plus la chérir, ne pas en faire une obsession. La solution est sans doute dans le fait d'opérer un équilibre entre les deux tendances, affirmation et affiliation. L'estime de soi élargie, s'attacher simplement à trouver sa place. En matière d'accomplissement de l'estime de soi, il est parfois utile de ne pas se chercher soi, mais de simplement chercher sa place, c'est-à-dire le lieu, l'activité, les liens qui nous donnent le mieux le sentiment d'exister. Ne plus seulement chercher une identité, mais des interactions avec son environnement, matériel ou humain. Ne plus se focaliser sur soi et le contrôle de l'environnement, mais sur les interactions entre soi et l'environnement, le tout ainsi formé. Il y a plusieurs sortes de places. Des lieux où l'on se ressource, de par leur beauté ou leur signification pour notre histoire, des actes où l'on se retrouve, aider, soigner, consoler, construire, des liens où l'on s'épanouit, amour, amitié, humanité. Lorsqu'on se sent à sa place, on est plus facilement en harmonie avec soi et avec ce qui nous entoure.
Nos angoisses s'apaisent. On est imprégné d'un sentiment d'évidence. Je suis là où je dois être. Et de cohérence. C'est là que je voulais être. Un vécu de plénitude s'installe. On cesse de se poser d'incessantes questions existentielles et identitaires. Lors des marches en montagne, j'aime bien suivre les sentiers. D'abord parce que c'est reposant. Ensuite, parce que cela permet d'admirer le paysage. Pourquoi faire la balade sinon? Et enfin, parce qu'il me semble que lors de ces moments, ma place est là, sur ces sentiers tracés depuis des millénaires par les humains dont je descends. J'éprouve un réel plaisir à suivre ces chemins. Lorsque je fais ces randonnées avec ma troupe de jeunes cousins, les choses se passent parfois dans une ambiance différente. Comme ils sont plus jeunes, plus sportifs, plus parisiens, ils cherchent souvent le tout droit pour arriver plus vite au sommet. Je refuse presque toujours de les suivre. Pourquoi vouloir arriver plus vite en haut? Et surtout, pourquoi se priver du plaisir de marcher sur les traces de tous ceux qui nous ont précédés? De regarder la montagne comme ils l'ont regardée, de s'arrêter pour respirer aux mêmes endroits qu'eux. C'est bien plus intéressant que suer et souffler sur une pente sans histoire humaine, une pente animale. Ils m'attendent en haut et me blaguent sur ma lenteur. Je ne suis pas plus sage qu'eux, en tout cas pas dans tous les domaines, juste plus âgé et plus limité lors des balades en montagne. Je n'ai plus leur souffle. Alors je cultive une vision du monde qui m'arrange, ajustée à mes capacités. Je reste à ma place. Cette recherche de la bonne place est clairement liée au bon fonctionnement de l'estime de soi, car le cercle peut être vicieux. Une mauvaise estime de soi rend plus difficile le fait de trouver sa place. Et ne pas bien trouver sa place altère l'estime de soi. Le phénomène a, par exemple, été étudié chez les sujets surdoués, qui pourraient présenter, paradoxalement, de fréquents troubles de l'estime de soi, en raison de leurs difficultés fréquentes à se sentir à leur place au milieu des autres. Mais le cercle peut aussi être vertueux. Trouver sa place, ou savoir que nous avons une ou mieux des places qui nous attendent quelque part, rassérène et consolide l'estime de soi. Il est rare qu'une place nous soit donnée d'emblée, et souvent les débuts sont imparfaits. Peu à peu, nous allons agir pour nous y sentir bien. Nous aurons fait notre place autant que nous l'aurons trouvée. Au lieu de chercher et de faire sa place, les sujets à basse estime de soi tendent à la rêver et à l'attendre, tandis que les personnes à haute estime d'elles-mêmes cherchent à la bâtir en force plutôt que de s'y installer tranquillement. Parfois à en créer une nouvelle au lieu d'en rejoindre une existante. On pourrait comparer nos attitudes face aux places à faire dans la vie à ce qui se passe lors d'une soirée. Les basses estimes de soi arrivent et se tiennent à l'écart, attendant que l'on vienne vers elles et que l'on leur fasse une place. Discrétion, mais dépendance. Les hautes estimes de soi s'imposent et mobilisent l'attention autour d'elles, en tout cas essayent. Tumulte et tension. Les bonnes estimes de soi prennent le temps de s'approcher de tout le monde, parlent et écoutent, s'intègrent à tous les groupes. Elles s'oublient, s'immergent dans la soirée, l'ambiance, les échanges. Mais cet oubli n'est pas une absence à soi-même. Elles sont d'autant plus nourries par ces instants qu'elles ont le sentiment d'en faire intégralement partie, de s'y absorber. Être à sa place partout. L'important n'est donc pas seulement de me centrer sur ce que je suis ou ce que je fais, mais aussi de l'oublier pour me consacrer juste à me sentir à ma place, et pas seulement à une place donnée. Le meilleur objectif, c'est peut-être de chercher à être à sa place partout, ou du moins dans le plus grand nombre de lieux ou de liens possibles, en sachant que d'autres viendront ensuite, et que, dans ce mouvement même de la vie, nous pouvons aussi nous sentir à notre place. Être à sa place, ce n'est pas être immobile. Rien n'est immobile, mais c'est être nourri par tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous arrive. C'est avoir le sentiment de progresser, de se sentir vivant.
c'est-à-dire plus riche à chaque instant de ce que l'on vient de vivre, d'agréable ou de désagréable. Et, ainsi comblé, s'avancer tranquillement vers le grand mystère de toutes nos places à venir. Être à sa place, c'est aussi ressentir régulièrement ce que Romain Rolland appelait le sentiment océanique, cette expansion illimitée, positive, consciente d'elle-même, et dont il s'entretint longuement dans sa correspondance avec Freud. Ce sentiment, sourd et très fort, plus qu'animal, biologique, d'appartenance au monde, lorsque nous nous sentons obscurément à notre place. Mêlant et la conviction d'une identité sans conteste, on se sent exister pleinement, sans interrogation ni inquiétude, et celle d'une fusion et d'un lien évident avec tout ce qui nous entoure. Un des sommets de l'estime de soi.